Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue vers 2020 donc sur notre Média France TV, donc en compagnie de Mohamed Chavouch. Mohamed, comment tu vas? Très bien, merci. Avec Mohamed. cette chaleur en Alsace et puis de l'autre côté, dans d'autres régions, nous attendons des orages. Des orages, voilà. Nous allons commencer tout de suite par donc l'Elysée, donc l'exclusion d'un journaliste russe à l'Elysée, donc on en parle depuis quelques jours, et la liberté de la presse. Donc là, la France qui est en train de donner carrément depuis un an des leçons à d'autres pays en disant qu'au niveau de la liberté de la presse, on réprime et on fait de même. Qu'est-ce qui se passe à l'Elysée? Alors mon cher Mourad, ce qui se passe, c'est que on agite un torchon d'un côté, mais de l'autre côté, on fait ce qu'on veut faire et ce qui nous semble bien pour nous. Ce qu'il est en train de se passer, ce qu'ils sont en train de mettre en place à l'Elysée actuellement, c'est un contrôle des médias, ni plus ni moins. C'est pas nouveau d'ailleurs, hein, depuis que Emmanuel Macron est à l'Elysée, depuis qu'il s'est installé. Donc il y a une certaine rigueur, un certain diktat sur les médias. Les journalistes sont choisis. Les déplacements présidentiels auxquels assistaient certains journalistes ont été écartés. Il y a vraiment un tri qui a été fait sur la panel des journalistes qui étaient accrédités. Donc il y en a de moins en moins. Et par rapport aux rencontres aussi, donc il y a certains journalistes qui n'ont pas accès, donc notamment ce journaliste russe qui a été, qui a été interdit d'accès à l'Elysée. Et je pense que c'est une tendance qui va encore s'élargir. Pourquoi? Parce qu'en fait l'Elysée soigne son image, entre guillemets. Il veut contrôler sa presse, il veut contrôler ce que dit la presse sur l'exécutif, en l'occurrence sur Emmanuel Macron, sur l'Elysée, sur les décisions qui sont prises, sur la politique de l'Elysée par rapport à la politique nationale. Et voilà, donc tout ça passe par ce tri des journalistes qui vont relayer l'information. Donc forcément, s'il y a des informations qui sont reliées par des journalistes entre guillemets d'opposition, mais qui sont contre ces idées, ben forcément ça sera néfaste. Donc le pouvoir contrôle le message qu'il veut faire passer. Actuellement, Mohamed, les gens arrivent à faire la différence, hein. On arrive à voir les infos un peu partout, hein. Il n'y a plus que les chaînes télé classiques. On arrive à voir, si on cherche le fond, donc les vraies infos partout. Bien Pourquoi sûr. Aujourd'hui les politiciens, surtout La République En Marche, continuent à avoir deux points de mesure? Ils ne savent pas que les gens les suivent et que cette malhonnêteté, entre guillemets, va surgir sur l'eau. Mais tu sais, Mourad, ce qui se passe, c'est que tu as très bien fait de le souligner, c'est que l'époque où toute la famille était attablée devant le 20h d'une ou des deux ou des trois chaînes nationales sur le hertzien, ça c'est fini, c'est révolu. Donc actuellement, comme tu le soulignais bien, l'ensemble des compatriotes, l'ensemble de la population peut aboutir aux informations, peut à la réalité de l'info, hein, parce qu'en fait, par différents canaux. Donc ça peut être, comme tu dis, les chaînes généralistes, les chaînes d'information continue, ça peut être la presse écrite sur Internet, ça peut être les réseaux sociaux qui sont quand même un vecteur très important, et les médias alternatifs comme nous, qui avons un autre son de cloche, qui avons un autre regard sur l'actualité, qui avons une autre analyse de la situation par rapport à ce qui se passe. Donc c'est ça qu'il faut souligner. Donc il y a énormément de médias alternatifs qui sont développés ces dernières années, ces dernières décennies. Pourquoi? Parce que on avait marre, de cette omerta, de cette mainmise sur le discours officiel, sur le discours qui devait être communiqué et diffusé. Mais actuellement, il y a toujours une réalité qu'on ne peut pas nier, c'est que actuellement, une très grande majorité des médias ne fonctionnent que par les dépêches de l'AFP.
Donc sans réellement avoir, comment dire, des personnes sur le terrain qui vont faire les investigations, qui Il vont vaut mieux faire les peut-être souligner recherches. aussi, une grande partie des médias ont été achetés par les économistes également. Hein. Bien sûr, Donc, il y a aussi il y a ça. une partie qui est gérée, entre guillemets, ceux qui sont au pouvoir, Oui. les médias nationaux. Puis, nous avons aussi des médias qui ont été achetés par des économistes qui font chanter un peu comme ils veulent. Hein. Bah, écoute, c'est un business comme un autre, même s'il n'est pas très bénéfique, même s'il ne rapporte pas grand-chose, c'est un moyen comme un autre de faire passer des messages, de faire passer des idées, des idéologies. Donc effectivement, oui, tu fais très Tu bien. penses que la population ne regarde pas l'honnêteté du politicien? Parce qu'en fait, nous, quand on côtoie les gens entre nous, on cherche quand même l'honnêteté, etc., la justice entre les gens, etc. Mais c'est ce que le monsieur tout le monde recherche vis-à-vis d'un politicien, recherche vis-à-vis d'une presse. Lui, ce qu'il veut avoir, c'est avoir, comment dire, une personne sincère, honnête face à lui, une personne, comment dire, qui va lui dire la vérité entre les quatre yeux. Mais comme tu peux le savoir, nous avons eu des ministres très haut placés qui te disaient les yeux dans les yeux, qui n'avaient pas fraudé, mais en fait, voilà, c'était le plus grand des menteurs. Et ils sont actuellement jugés. Donc voilà, c'est pour dire où... Ils sont même présentés au présidentiel. Oui, Hein. donc voilà, pour dire où est-ce que, enfin, dans quel cas de figure nous sommes. Et effectivement, donc il y a une recherche aussi d'informations de la part de la population, parce que voilà, les personnes ont soif d'informations, ils ont besoin de comparer les informations, de trier les infos. Une information, comment dire, qui est reliée et vérifiée sur différents sites, sur différents supports. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose hein, vis-à-vis de la réalité de l'information. Après, il y a aussi énormément de fake news. Donc il faut aussi faire attention à ça. Donc les fake news se relaient aussi à une vitesse grand V, aussi bien sur les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que la plupart du temps, l'ensemble des médias se reprennent les mêmes infos, c'est-à-dire un même article va être repris des fois jusqu'à la virgule près par 2, 3, 4 ou même une dizaine de relais local ou national donc qui vont relayer cette même information sans rien changer. Donc c'est ça aussi qui est déplorable, c'est ce que je disais, donc il n'y a pas c'est du copier-coller. C'est du copier-coller, exactement. Est-ce que c'est du copier-coller parce qu'en fait il y a eu un ordre quelque part de diffuser? Après, tu sais, c'est des réseaux, hein, donc comme tu disais tout à l'heure, donc quand un industriel, quand un très grand économiste détient je sais pas, une vingtaine, trentaine d'organes de presse, donc forcément quelque part il y en a un qui va appuyer sur un bouton et cette information va être relayée sur l'ensemble de son réseau et c'est tout à fait normal. Donc même si c'est pas très éthique journalistiquement, c'est voilà, on fonctionne vraiment par pur comment dire principe de businessman et de lobby journalistique, hein. Donc c'est ça. Après, ce qu'on peut déplorer, c'est que voilà, que les journalistes de terrain ne fassent pas leur travail comme il le faut, comme il se doit. Il faut arrêter, comment dire, d'être des journalistes derrière leur écran, attabler toute la journée et faire du copier-coller. Ce qu'il faut, c'est rechercher, aller à la rencontre des personnes, faire du terrain. C'est ça qui nous manque le plus, je pense. Exactement. On va rester à l'Élysée. Donc le secrétaire général de l'Élysée qui est visé par une enquête judiciaire. Oui, alors c'est Alexis Kohler qui est le secrétaire général de l'Élysée. Donc l'un des plus proches, peut-être même le plus proche d'Emmanuel Macron, qui est visé par une plainte de conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que ce personnage était, comment dire, aux manettes lors des discussions des chantiers navals. Après, il est allé, comment dire, travailler chez MSC, l'un des plus grands prestataires comment dire, sur les chantiers navals. Et maintenant, il est revenu aux commandes à l'Élysée. Donc, il y a des recherches qui ont été faites sur ses liens, sur ses agissements. Et il y a des sérieux doutes sur ces agissements, donc sur les conflits d'intérêts que ça peut engendrer. Donc c'est très néfaste par rapport à l'image d'Emmanuel Macron, par rapport à l'exécutif, par rapport à l'image de la France aussi. En Espagne,
le gouvernement, comment dire, a chuté ou a vacillé à cause des affaires de corruption, ça serait dommage que Emmanuel Macron, seulement après un an de présidentielle, comment dire, soit empêtré dans ce genre d'événement. Donc, c'est une affaire à suivre. Hein. À suivre, voilà. Mais ça ne m'étonnerait qu'à moitié, parce que voilà, ce sont des milieux dans lesquels les personnages vacillent entre le privé et le public. Le conflit d'intérêts, comment dire, est monnaie courante, malheureusement. Alors on peut nous faire toutes les meilleures phrases, tous les meilleurs textes déontologiques par rapport à des éthiques, à des règles éthiques qu'il faut respecter, mais malheureusement ce sont les premières personnes concernées qui ne respectent pas ces règles qu'ils mettent en place. Malheureusement. Notre troisième sujet, il s'agit du changement du nom, donc du Front National. Qu'est-ce qu'on essaye de faire pour essayer d'attirer d'autres gens, d'autres électeurs? Le Front National de Madame Le Pen est dans son élan, hein, comme d'habitude, de dédiabolisation. Donc c'est seulement une étape supplémentaire parmi d'autres. Le changement de nom, hein, donc le Front National est devenu le Rassemblement National, donc FN, RN. Bon, pour nous ça change pas grand chose. Pour les personnes lambda non plus. Après c'est pour les générations futures, voilà, les jeunes qui n'ont pas connu le Front National de Jean-Marie Le Pen. Pour eux ça sera un parti comme un autre, ça sera un mouvement politique comme un autre, si on leur explique pas l'historique de ce mouvement, si on n'étale pas les idéaux xénophobes, islamophobes, racistes, antisémites de ce parti, de ce mouvement politique. Effectivement, donc ils essaient de se cacher. Tu sais, ça me fait penser au loup là qui met la peau de mouton pour se faufiler dans le troupeau. Voilà, c'est un peu ça à quoi est en train de jouer le Front National, maintenant le Rassemblement National. Après, tu sais, le Rassemblement National, les Républicains, Rassemblement National, LRRN, ça peut fusionner, quoi. Tu vois, c'est pas impossible non plus. Tu sais, moi, ça me trotte depuis tout ce week-end là, ce changement de nom. C'est aussi pour, comment dire, pour avoir des parois toujours beaucoup plus poreuses avec la droite traditionnelle, comme on avait l'habitude d'appeler, comment dire, dont l'UMP était l'ancêtre. Actuellement, les Républicains, comment dire, flirtent de plus en plus avec la droite d'extrême droite, xénophobe, raciste, islamophobe, et c'est ça qu'il faudrait dénoncer. Et après, donc, le jeu des alliances, tu vas voir, ça va se faire. Il y a eu une première tentative avec Dupont-Aignan qui n'a pas abouti, comment dire, en haut lieu, mais sur le terrain, lors des prochaines échéances locales, lors des municipales, forcément il y aura des listes communes, forcément il va y avoir, comment dire, des appels de soutien de l'un vers l'autre. Donc c'est un processus, voilà, qui a débuté il y a déjà quelques années et qui suit son cours, le processus de dédiabolisation du Front National sur le paysage politique. Après, moi j'aimerais souligner aussi un autre point, c'est qu'il y avait le rassemblement des jeunes européens à Strasbourg. Lorsqu'on suit les événements, lorsqu'on suit les participants, on voit que la jeunesse lepéniste, la jeunesse frontiste est très active, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le terrain, et politiquement aussi, c'est-à-dire ils investissent les institutions politiques, que ce soit nationales ou européennes, et ils sont, comment dire, très actifs, ils sont présents. Non seulement en France, les frontistes, mais c'est aussi d'actualité par la représentation des autres pays. Énormément de jeunes, c'est ça qui est déplorable et c'est ça qui me fait peur pour l'avenir, énormément de jeunes qui véhiculent des idées racistes, des idées xénophobes, qui vont à l'encontre des idées même des valeurs même humanistes de l'Europe,
qui veulent investir ces pouvoirs politiques. Donc c'est ça contre lequel il faut lutter. C'est contre ces fléaux, c'est contre ces idées-là qu'il faudrait lutter. Espérons-le. Alors, la visite de Netanyahou après le massacre qu'il a commis en Palestine, donc il sera du 4 au 6 juin en Allemagne, puis en France. Oui. Alors, Benjamin Netanyahou est en train de réaliser un voyage en Europe, en Allemagne et en France. C'est très déplorable et c'est même vivement condamnable que notre président Emmanuel Macron puisse accueillir Benjamin Netanyahou après un épisode, ensanglanté, meurtrier à Gaza et qui est encore en train de se poursuivre. Donc les événements ne se sont pas arrêtés. Il y a tous les jours des personnes qui sont abattues, des innocents, des civils, des marcheurs, des manifestants pacifistes qui sont abattus par l'armée sioniste, par l'armée israélienne. Donc c'est ça qu'il faut condamner. Moi j'ose espérer qu'Emmanuel Macron puisse mettre ces événements-là sur la table lors de ces rencontres. Mais j'ai vraiment un tout petit espoir. Mais voilà, mais j'espère qu'il le fera. J'espère qu'il aura ce courage. Et lorsqu'il l'aura, démontré, qu'il peut se dresser face à un État d'Israël, face à un État sioniste, je pense qu'il gagnera beaucoup plus d'estime au sein de l'électorat française, européenne et à l'international. Mais malheureusement, on est loin d'un Jacques Chirac, on est loin d'un Erdogan qui se dresse, qui s'était dressé à l'époque face à ce pouvoir. Donc voilà, nous condamnons fermement cette visite, mais voilà, une fois qu'il est là, il faut qu'on puisse lui dire les vérités entre les quatre yeux et lui dire voilà, stop, ça suffit, il faut aller vers un processus de paix, il faut laisser respirer cette population gazaouite, cette population palestinienne, il faut laisser vivre cette population qui est meurtrie depuis des décennies, depuis 70 ans maintenant, qui subit cette occupation. Reconnaître peut-être directement l'état de la Palestine et revenir aux frontières de 1947 ou 67. Tu sais, il y a tellement de résolutions, il y a tellement de choses qui ont été faites, des décisions qui ont été prises mais qui n'ont jamais été appliquées. Donc il y a tellement de choses à faire, voilà, il peut commencer par quelque chose. Et à l'époque, lors de l'élection de Barack Obama, son élection avait suscité un espoir, mais planétaire. C'était vraiment planétaire. Ce n'était pas, le président des États-Unis qui venait de remporter les élections. C'était vraiment, un espoir planétaire. Au fil des années, nous nous sommes rencontrés que c'était qu'une coquille vide, qu'il n'y avait rien derrière. Barack Obama, il y avait quelque chose derrière, mais pas l'image qu'on nous reflétait. Il y avait que l'image. Il y avait que l'image, mais les actes étaient très loin. Les mandats de Barack Obama se sont soldés par une énorme déception au niveau mondial, au niveau international et dans son propre camp aussi. Donc voilà, et maintenant nous nous retrouvons avec un Trump. Donc moi j'appelle à la bienveillance d'Emmanuel Macron pour qu'il puisse saisir cette occasion. Voilà, ça fait qu'1 an qu'il est élu. Peut-être qu'il peut changer, peut-être qu'il peut avoir ce courage de changer le cours des choses et rentrer dans l'histoire en tant qu'Emmanuel, le conquérant, dans le sens où Emmanuel Macron, aura fait un pas de géant pour la paix dans cette région-là. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se... Il y a des choses qui bougent au niveau international, mais M. Macron n'est pas l'acteur. Par exemple, dans le G7, les 6 pays sont mis ensemble pour contrer Trump. Et c'était une très bonne initiative. Initiative à prendre par Emmanuel Macron, mais qui n'a pas su
profiter de cette situation-là. Alors, Hein. En politique internationale, Il est un peu effacé. je pense qu'on est encore un peu en C'est comme arrière-plan. Hollande. Alors Macron. Hollande c'était une autre dimension, c'était pire, voilà, c'était le néant total. Mais là on n'est pas encore à la place. La France n'a pas encore toute sa place dans la politique internationale. C'est ça qui est déplorable. La semaine dernière, il y a eu une réunion par rapport à la reconstruction de la Libye qui s'est organisée à l'Élysée. Voilà, on n'a pas eu grand écho de ce qui s'est dit. Après, moi, ce que je déplore aussi, voilà, quelques années auparavant, sous Sarkozy, la France est allée bombarder ce pays, est allée, détruire ce pays, est allée tuer des innocents, des civils dans ce pays avec la Grande-Bretagne, et après on a laissé la Libye livrée à elle-même, qui est devenue le terreau du terrorisme, qui est devenu le terreau des groupes armés, des passeurs, voilà. Et maintenant on essaie de reconstruire, mais pourquoi détruire un système qui fonctionne, même s'il n'est pas, même s'il ne répond pas aux critères de l'Occident, même s'il ne répond pas aux critères... Quand on réfléchit bien, ça correspondait aux critères de l'Occident, parce qu'en fait l'Occident aussi est capable d'exclure des journalistes, de mettre les oui, sur ce registre-là, voilà. Sur ce registre-là. Voilà. Mais tu vois, mais après on est tout à fait capable d'aller bombarder la Libye. Alors, mais pourquoi on ne fait rien vis-à-vis de la Chine qui oppresse des minorités? Pourquoi on ne fait rien vis-à-vis d'une grande puissance comme la Chine qui peut se permettre... Ou les États-Unis aussi, hein. Les États-Unis, hein, bien tout sûr. ce qui se passe dans la rue, machin, Oui, toutes voilà, les inégalités. Donc là, tu vois, il y a un traitement différent par rapport à certaines régions du globe et pas à d'autres. Exactement. Alors notre dernier sujet concerne donc les attaques de certains médias. Donc ils ont choisi d'attaquer le mouvement cogépien et surtout son président, M. Ali Ghedi-Kourou, qui est un homme qui a donné pratiquement un quart de sa vie dans ce mouvement. Non, pas un quart, beaucoup plus. Beaucoup plus, oui, c'est vrai. La moitié de sa vie à ce mouvement pour soulever les inégalités racistes ou autres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on attaque ce genre d'homme qui est président d'un ONG en plus? Alors, Ali Ghedi-Kourou, pourquoi on essaie de l'étiqueter, de le mettre, de lui mettre des étiquettes, oui, pour le faire, comment dire, pour le montrer, rallié à un parti politique? Alors, il y a tellement d'attaques que le mouvement cogépien a subi. Juste pour vous faire un peu le point, Ali Ghedi-Kourou, que je connais très bien, est une personne de terrain, est une personne active, et président de l'organisation non gouvernementale, la COGEP internationale, et à la tête de ce mouvement depuis pratiquement 35 ans. D'accord, depuis pratiquement 35 ans, donc il est un acteur incontournable du monde associatif, du monde politique en France. Il est aussi, comment dire, un des personnages incontournables de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre l'islamophobie, de la lutte contre le racisme, la xénophobie, par le biais des différentes structures, par le biais des différentes actions qui sont menées par le réseau cogépien sur l'ensemble du territoire français et à l'international, par le biais des conférences, des débats qui sont organisés au niveau des instances internationales, que ce soit le Parlement européen, que ce soit l'Union européenne, que ce soit dans les hémicycles de l'ONU, que ce soit, comment dire, à Vienne, auprès de l'OCDE. Donc voilà, tout ça, ce sont des actions, des combats qui sont menés au quotidien par le réseau cogépien et par son président, Ali Ghedi-Kourou. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que actuellement, il y a une déferlante médiatique contre le mouvement et contre son président, pour la bonne et simple raison que nous défendons des idéaux qui ne sont pas les mêmes
qui ne sont pas les mêmes que ces journalistes, que ces groupes de presse, que ces personnes qui veulent faire et défaire le monde, le monde associatif, le monde politique. Et nous, on dit stop, basta. Voilà, vous avez vos idées, mais il y a aussi une réalité sur le terrain, une réalité sociale, une réalité, comment dire, politique, une réalité sociétale qui fait que tout ce que vous dites n'est pas forcément prise pour monnaie courante. Tout ce que vous allez écrire, tout ce que vous allez diffuser n'est pas forcément la réalité. Donc, partant de ce constat, voilà, nous avons des positionnements par rapport à la politique nationale, par rapport à la politique internationale, par rapport aux valeurs que nous défendons, qui ne plaît pas à certains médias par rapport à leur positionnement, par rapport à leur groupe d'appartenance. Mais voilà, c'est pas pour leur faire plaisir que nous allons changer notre discours, que nous allons changer au contraire, bien sûr, notre positionnement. Alors c'est quoi le problème? C'est que lors d'une diffusion sur YouTube, Ali Ghete-Kolo a fait part d'un constat, d'une analyse qu'il a répété maintes fois à différents organes de presse pour dire que si nous voulons avoir des relations saines entre la France et la Turquie, si on veut avoir des relations bilatérales de qualité, si on veut avoir des relations d'échange culturel, d'échange économique, d'échange artistique, académique de qualité, il faut que les interlocuteurs côté français revoient leur carte de visite, revoient leurs interlocuteurs qu'ils avaient jusqu'à présent, il faut qu'ils revoient, comment dire, leur carnet d'adresses. C'est ni plus ni moins ça. Donc il faut qu'ils revoient vis-à-vis des franco-turcs de France, hein. Oui, vis-à-vis des franco-turcs, mais c'était très important dans le sens où il y a, comment dire, une image très néfaste de la Turquie et de son président qui est en train d'être véhiculé dans les médias, et c'est ça que nous combattons, c'est ça que nous essayons de faire, de rétablir la vérité sur ce pays-là, sur la population turque. Il y a 80 millions de Turcs qui vivent en Turquie, ces personnes-là vivent en Turquie, votent, élisent leurs représentants politiques, que ce soit leurs députés, leurs maires, leur président de la République, en toute démocratie, voilà. Laissons faire le jeu de la démocratie. Le jour où il y aura, comment dire, un nouveau mouvement qui va naître et qui va renverser ce pouvoir, ben voilà, il sera le bienvenu, il sera au pouvoir et il dirigera le pouvoir. Mais actuellement, il y a un pouvoir établi, il y a il y a un président qui est élu, il y a un président, il y a un gouvernement, il y a un pays qui tourne, il y a une économie qui tourne, voilà. Donc le message que voulait faire passer Ali Ghete-Kolo, c'était, voilà, nous avons, comment dire, des échanges, nous pouvons les rendre d'une meilleure qualité. Pour ce faire, il faut écarter certaines personnes que vous aviez l'habitude de côtoyer, qui étaient peut-être les interlocuteurs d'une Turquie des années 70, des années 80, sous l'ère kémaliste, sous l'ère de l'armée kémaliste, qui avait un diktat, qui oppressait les minorités, qui oppressait, toute personne qui avait une appartenance religieuse. Voilà, ces personnes-là, elles sont actuellement bannies. Ce ne sont plus les bons interlocuteurs vis-à-vis de la France, si vous voulez avoir des échanges de qualité avec ce pays-là. C'était ni plus ni moins là. Donc il y a une plainte qui a été déposée pour diffamation et appel à la haine, appel à la haine et à la violence, et qui a été balayé, parce que voilà, c'était ni plus ni moins, une mauvaise traduction volontaire de leur part des propos, une mauvaise interprétation volontaire des propos, et j'appelle tout un chacun à aller visionner cette vidéo pour se faire son propre opinion, sa propre idée de cette situation-là.
C'est une affaire qu'on va suivre. Merci beaucoup en tout cas Mohamed pour cette soirée. Donc on va se donner rendez-vous à lundi prochain si tout va bien. Ben, j'espère bien. Voilà, J'espère bien. parce qu'en fait la semaine dernière ça n'allait pas bien chez moi. Ça n'allait pas bien. Donc tu es rétabli, tu es de Je nouveau suis parmi nous. rétabli, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager. Merci Mohamed. Merci à toi Moulad. Merci, très bonne soirée et très bon iftar à vous. Voilà, au revoir.